Notre prochain conférencier, Frank Sturridge-Gulick. Frank est coordonnateur de recherche de Reconstruct. Il a une formation en génie mécanique et possède un doctorat en mécanique des fluides. Il a travaillé comme chercheur, coordonnateur et consultant dans les domaines du logement communautaire et de la santé, dans les secteurs universitaires, industriels et communautaires. Depuis 2022, il coordonne l'initiative de recherche Reconstruct à McGill sur les rénovations énergétiques en profondeur. Frank, c'est à toi. Alors, donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est beau. Alors, merci de m'accueillir aujourd'hui. En fait, ça a été très intéressant de voir les autres présentations et puis un certain volume de contenu que j'avais préparé qui a déjà été couvert par d'autres personnes, mais ça me donne plus de temps pour parler d'autres dimensions. Donc, je vais peut-être faire un peu plus d'improvisation à la fin sur la dernière diapo. Donc, comme je vous ai dit, comme a été présenté, je suis coordonnateur de recherche du projet Reconstruct qui est mené par la chaire en architecture, énergie et environnement à l'Université McGill, dont le titulaire est Michael Gemtrude, qui est prof en architecture à McGill. Et puis, c'est un projet qui est financé par le CRSNG avec les partenaires principaux sont Hydro-Québec et le ministère de l'Environnement, lutte au changement climatique, Fonds et Parcs du Québec. Et puis, on a un mandat d'élaborer un programme de rétrofit énergétique en profondeur pour le Québec. Et puis, on vise 3 composantes principales. Donc, on développe des solutions techniques, on analyse et on développe un code valeur pour réaliser ces rénovations, ce qui est en fait pas un défi minime. Et puis, on veut développer une feuille de route pour la mise en œuvre et le développement d'une agence intermédiaire qui faciliterait le déploiement de ces rénovations énergétiques en profondeur. Donc, c'est... C'est pas en train d'avancer. Est-ce que... Le clavier... Oui, alors là, c'est aller jusqu'à la fin. OK, c'est beau. Et puis, ça tombe bien qu'il y a Carlo Carbone qui est aussi un chercheur principal du projet Reconstruct qui est ici. Donc, on a plusieurs partenaires et collaborateurs de recherche, dont la chaire de recherche du Canada en logement, communauté et santé, dont la titulaire est Mylène Riva à l'Université McGill, KBER, dont nous a parlé Mélie de NRCan, Sims aussi à Carleton, le laboratoire de Carlo, Daniel Chung à l'Université de Toronto, le laboratoire de recherche d'Hydro-Québec et on parle également, on collabore aussi avec le groupe dont Mélie vous a parlé. Donc, on a plusieurs collaborateurs et collaboratrices dans les secteurs publics, communautaires et de l'industrie. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est un élément clé du projet, c'est de vraiment travailler avec tous les acteurs et actrices du secteur, sans quoi on ne peut pas réaliser ce déploiement. Donc, je pense que vous êtes au courant du contexte quand on parle de crise climatique. Au Québec, on a le cas particulier où un pourcentage assez petit du logement, du bâtiment est chauffé au gaz ou autres produits pétroliers, mais il y a un énorme potentiel de libérer une du bâtiment existant. Et évidemment, comme a été souligné, le parc existant va être il faut regarder non seulement le carbone le carbone opérationnel, mais aussi le carbone intrinsèque. Et si on veut atteindre les objectifs de mettre à niveau le parc immobilier, on pourrait parler si on parle de
14 millions de bâtiments existants. D'ici 2050, c'est un bâtiment par minute. Donc, on sait qu'on est loin de là, mais il faut vraiment réfléchir à pas seulement comment est-ce qu'on rénove un bâtiment ou 2 ou 100, on parle de milliers de bâtiments. Donc, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ce problème-là et à cette mise à l'échelle? Donc, aussi, il y a des financements importants du secteur public, mais ils sont assez morcelés en ce moment. Donc, on réfléchit aussi à comment est-ce que ces investissements qui sont faits peuvent être coordonnés. Il faut réfléchir à ça si on veut utiliser les ressources relativement limitées de façon efficace. Il y a tout un éventail, tout un réseau d'organisations qui travaillent sur ces questions en travers du pays. Il y a un certain travail de concertation et de coordination qui se fait entre ces acteurs et actrices pour, encore une fois, mettre en commun les acquis, partager les leçons et développer des outils en commun. Donc, on est en communication avec tous ces groupes-là. Okay. Peut-être que je ne clique pas à la bonne place. Ou il faut juste que j'ai de la patience. C'est mystérieux. Je ne sais pas pourquoi. OK, je vais rester ça en futur. Donc, je pense qu'on vous a déjà parlé, on parle de rénovation ou de rétrofit énergétique en profondeur. Donc, on parle pas seulement de changer les systèmes mécaniques, mais vraiment d'aller travailler sur l'enveloppe. Et notre pari, c'est de travailler sur l'enveloppe et de faire une mise à niveau de l'enveloppe. Ça va augmenter la résilience du bâtiment dans des situations par exemple, de panne d'électricité, mais aussi ça va réduire les coûts et les complexités de gestion et d'entretien de ces bâtiments à long terme. Donc, on vous a parlé de l'approche Energy Strong. On parle de rénovation énergétique en profondeur par panneaux préfabriqués appliqués de l'extérieur. Et puis, on s'inspire du modèle qui a été développé et mis en pratique à grande échelle en Europe et qui se fait de plus en plus en Amérique du Nord. Donc, on collabore étroitement et on apprend de leçons qui ont été apprises, entre autres, par l'entreprise Onion Flats Architecture, qui a fait des rétrofits en profondeur par panneaux préfabriqués aux États-Unis de bâtiments multilogements. Donc, encore une fois, on vous a déjà parlé de cette séquence qui est très importante. Donc, si on veut optimiser ce processus de rénovation, il faut automatiser le plus possible et et optimiser cette séquence. Donc, le relevé et l'évaluation des bâtiments existants, la modélisation, la conception des panneaux, la préfabrication en usine, le transport et l'installation. Donc, on travaille sur chacune de ces étapes. On a passé un peu plus de temps sur les premières étapes jusqu'à présent, mais plusieurs de ces étapes ont été décrites et sont traitées par plusieurs personnes qui ont déjà parlé. Donc, il y a plusieurs défis et opportunités avec ce problème auquel on s'attaque. Donc, encore une fois, on a besoin d'accélérer et d'augmenter le rythme et l'échelle de ce déploiement. On doit développer une capacité du marché et une capacité de mise en œuvre. Donc, en ce moment, avec la réalité économique, c'est très difficile de bâtir un argumentaire pour réaliser ces rénovations éco-énergétiques en profondeur. Donc, et surtout au Québec, où la réalité, c'est que la source d'énergie principale a un taux de carbone très bas. On peut pas, et que le coût d'énergie chargé aux résidents est très bas. On ne peut pas juste faire un calcul sur 5-10 ans puis dire voici, vous investissez dans l'enveloppe et puis dans 5-10 ans, vous allez rembourser ces investissements. Alors, même si on sait qu'il y a un besoin énorme d'augmenter l'efficacité du bâtiment, il faut changer comment on fait ces calculs et quels sont les paramètres qui sont considérés quand on fait ces calculs.
Donc, l'exercice, c'est d'évaluer les bénéfices et les impacts de ces rénovations prend du travail de recherche et de consultation avec les parties prenantes qui vont être touchées par ces rénovations ou qui vont être appelées à faire les investissements nécessaires. Donc, une façon de visualiser ça, c'est qu'on ne peut pas seulement regarder l'impact à l'échelle du bâtiment, il faut regarder l'impact du parc immobilier et même du réseau électrique du Québec et même du réseau qui est touché par la capacité d'Hydro-Québec. Donc, comme dit Michael, les changements climatiques ne respectent pas les limites provinciales. Donc, il faut réfléchir, est-ce qu'on peut libérer une capacité qui permettrait de décarboner, de contribuer à la décarbonation du réseau électrique au-delà des frontières du Québec, davantage que ce qu'on fait déjà. Donc, on parle de développement de capacité, on parle d'inciter les gens à faire ce type de rénovation, à prendre le risque de développer les capacités industrielles pour faire ces rénovations. On veut démontrer que c'est possible. On veut transférer les leçons apprises aux acteurs et actrices importants et importantes. Et puis, on veut mettre à l'échelle. Donc, ça exige aussi de collaborer avec les communautés qui sont touchées, qui sont concernées par cette question du parc immobilier et de la mise à niveau du parc immobilier. Donc, une composante importante de notre approche, c'est d'identifier de façon très stratégique les premiers projets pilotes qu'on veut réaliser pour que ce soit des bâtiments qui soient représentatifs d'un plus grand parc de bâtiments qui sont suffisamment semblables au niveau structurel et architectural pour que les leçons apprises et les capacités développées pour réaliser ces premiers projets puissent être appliquées à un grand nombre de bâtiments qui sont suffisamment semblables pour faire le transfert sans modifier de façon dramatique les solutions et les processus développés. Donc, ça considère les premiers 2 points. On parle de regarder pas juste donc des bâtiments qui sont d'un âge avancé et dont une rénovation est essentielle parce que c'est sûr que ça, quand on fait le calcul des bénéfices économiques, si on compare une rénovation à aucune rénovation, c'est beaucoup plus difficile à justifier que de dire, ben, soit tu rénoves ton bâtiment ou tu vas devoir le mettre à terre et construire à neuf. Donc, on regarde également des bâtiments qui sont importants pour la société et le secteur public et où on voit qu'il y a des opportunités de soutien externe pour réaliser ces rénovations. Parce que la réalité, c'est qu'en ce moment, ça coûte cher de faire ces rénovations jusqu'à temps qu'il y ait une capacité industrielle pour réduire les coûts et ou d'autres incitatifs liés au coût du carbone, au coût de l'énergie. C'est impossible de faire ces rénovations sans un soutien public. Donc, c'est une autre raison pourquoi ces bâtiments publics sont ciblés. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres bénéfices qui peuvent sortir de ces rénovations. Donc, on cherche des bâtiments où ces bénéfices sont plus évidents ou importants pour les propriétaires de ces bâtiments. Donc, on regarde des centres communautaires, des immeubles résidentiels à logements multiples et en particulier le logement social qui a été mentionné aussi par Mélie. Et on envisage de regarder les écoles, les épiceries. Et un autre exemple, c'est le ministère de la Défense nationale a un grand parc de bâtiments et ont aussi des objectifs de décarbonation. Donc, le premier projet pilote sur lequel on a mis beaucoup de temps, c'est le centre communautaire de l'île Bizarre. Donc, c'est un bâtiment préfabriqué de type Butler Barn. Donc, il y a beaucoup de bâtiments comme ça qui servent de centre communautaire ou d'aréna au Québec et au Canada. Ce bâtiment a besoin d'une rénovation importante de toute façon. Le confort thermique est très pauvre dans ce bâtiment et il sert également de centre d'urgence quand il y a des inondations ou s'il y a des pannes. Donc, c'est très important d'augmenter sa résilience thermique et en cas de panne. Donc, c'est un bon potentiel. Donc, on a fait les 2 premières étapes. On a, avec Sims,
On a fait un relevé par laser aussi avec des tests de photogrammétrie. On a construit un modèle 3D et on a commencé à évaluer des schémas de panélisation. Et puis, ça permet déjà de voir certains défis qui peuvent apparaître liés au fait que le bâtiment n'est pas parfaitement carré. Il y a des déformations. Donc, si on veut automatiser le processus de conception des panneaux, il faut prendre ça en compte et commencer à réfléchir à la précision du scan, mais aussi comment on peut mettre la flexibilité dans les dimensions des panneaux. Donc, on a fait la conception de premiers panneaux avec l'idée de, on est entré en contact. Donc, ça, c'est, si vous avez des questions, Carlo pourra vous parler avec des manufacturiers existants pour panneaux préfabriqués pour voir est-ce que c'est quelque chose sur lequel des panneaux que vous pourriez produire et puis combien ça coûterait. Donc, vraiment, c'est essentiel de travailler étroitement avec les manufacturiers pour réaliser ce type de projet et de panneaux. Donc, ça, c'est quelques scénarios juste pour visualiser. Donc, c'est quelques détails également sur lesquels Carlo pourra aussi vous répondre plus en détail. Et puis, on se rend compte que j'ai beaucoup parlé de coûts, d'économies, de détails techniques, mais si on veut motiver les gens à s'embarquer dans un projet comme ça, il faut aussi les faire rêver un peu, puis voir comment ce bâtiment pourrait non seulement devenir plus résilient, mais aussi devenir un espace plus plaisant et appétissant pour les membres de leur communauté. Le deuxième projet pilote sur lequel on se tourne, c'est à l'intersection des crises climatiques et du logement abordable. Donc, un de nos partenaires, c'est la Société d'habitation du Québec. On est en conversation avec des fournisseurs de logement social, soit des offices d'habitation, donc qui gèrent des HLM, des habitations à loyer modique, ou des OBNL qui gèrent du logement. Donc, on a caractérisé le parc, l'écosystème du logement social au Québec. On a aussi caractérisé l'état du parc existant, qui est en fait en très mauvais état. Et puis, malgré des investissements quand même importants qui se sont faits dans les dernières années, les outils qui sont en place pour planifier et évaluer comment cibler ces rénovations, j'essaie de trouver une façon diplomate, donc ne vont pas toujours être optimales pour préserver les fonctions et le confort et la durée de vie de ces bâtiments. Donc, c'est toute une question d'optimisation aussi des rénovations et des investissements qui se font dans ce parc. Donc, on est en conversation actuellement avec des organismes qui gèrent ce logement, ce parc immobilier. Comme j'ai mentionné, on ne peut pas seulement regarder les dimensions économiques. C'est clair qu'on veut valoriser le patrimoine bâti. On veut gérer le carbone intrinsèque et pas seulement opérationnel. On considère qu'il y a un grand potentiel d'améliorer la qualité de l'air et le confort thermique dans les bâtiments. Et puis, on constate qu'il y a des enjeux importants, comme a été évoqué, de pauvreté, précarité énergétique de beaucoup de gens qui habitent surtout dans du multilogement, qui sont locataires. Donc, il y a un énorme potentiel qui va bien au-delà des économies d'énergie et même de réduction de gaz à effet de serre. Et puis, on considère que cette question de résilience est fondamentale pour faire face à un futur qui va devenir de plus en plus précaire et incertain à plein de niveaux. Donc, en attendant que peut-être la réalité économique de l'énergie, le coût du carbone évolue, c'est important et même essentiel de regarder ces autres dimensions de l'impact de ces rénovations. Et je terminerai, je reviens un peu au début, donc on regarde toutes ces dimensions et toutes les parties prenantes qui sont touchées et qui affectent comment ces rénovations vont se dérouler, comment cette capacité de mise en œuvre et de marché va se développer. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire entre toutes ces parties prenantes et tout le monde doit mettre un peu de son
doit y contribuer et puis aussi profiter de ce grand projet. Donc, je voudrais vous remercier puis, pour votre attention. Puis, je pense que j'ai un peu de temps pour les questions. Non, OK. C'est pas grave. J'accepte. Je pensais que j'allais être plus court. Oui, je pense que oui. Parfait. Je sais. Merci.